Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie de ce top 52 de mes super-héros et super-héroïnes préférées de l'univers DC. Et vous l'avez peut-être remarqué dans la miniature, mais il y a des grands noms, mine de rien, dans cette édition. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à en dire. Mais avant de parler de ces grands noms et tout ça, eh bien on va peut-être commencer cette partie avec des noms un peu moins illustres peut-être. Numéro 17, Elongated Man et Sudipni. Car oui, je sais, Elongated Man ne vend pas du rêve. C'est un héros à pouvoir d'élasticité de 3e ordre au mieux, qui a énormément de limitations sur ses pouvoirs et tout seul, il ne serait clairement pas à cette place. Peut-être en mention honorable, et encore. Mais voilà, Elongated Man n'est pas tout seul, il est en couple. Et ça change tout, car le duo est amplement plus fort que la somme de ses parties. Sudipni, la femme d'Elongated Man, alias Ralph Dibny, a toujours été là, et les deux ont très vite fait les histoires super-héroïques ensemble. C'est un détective, donc du coup, Elongated Man a super pouvoir, qui n'a pas vraiment d'identité secrète, et sa femme, Sue, qui l'assiste, et qui est très importante dans les histoires en fait. Et ben, dans les années 60, figurez-vous, c'était un sacré vent de fraîcheur, notamment dans les histoires du duo qu'on retrouvait dans Detective Comics, en perpétuel voyage autour du monde pour trouver de nouveaux mystères à résoudre. Ah, Ralph et Sue, c'est peut-être mon histoire d'amour préférée de tout l'univers DC en fait. Parce que Sue a toujours été acceptée très facilement dans tout l'univers super-héroïque en fait. Même quand Elongated Man est parti faire partie de la fucking Justice League, oui, il en a fait partie, eh bien Sue, elle était toujours là. Toujours. Jamais l'un sans l'autre et jamais l'une présentée en dessous de l'autre. Toujours un peu en avance sur leur temps, ce duo, ce couple. Et puis y a pas, ils sont trop mignons, je veux dire. Comme c'est un détective patenté, Elongated Man, et ben du coup, Sue s'amuse à créer des mystères à chaque anniversaire de son mari. Et ce sera vraiment le cas en comics, hein. Régulièrement, on aura justement une de ces histoires anniversaires où Sue a créé un mystère. Non, franchement, c'est mignon. Ralph et Sue, c'est aussi un des premiers couples à se marier. Ils ont quelques numéros d'existence en célibataire, et encore, je veux dire, c'est tout. Pareil pour l'identité secrète, hein. Elle a été révélée à peu près en même temps que les deux se sont mariés. Elongated Man est célèbre sous son vrai nom, sous le nom de Ralph Dibny. Jamais de problèmes domestiques ou d'intrigues compliquées, non, c'est Ralph et Sue. Voilà. Ça peut sembler chiant, mais dans un monde de soap-opéra constant, ça fait du bien d'avoir un couple stable pour une fois. Niveau de Justice League, ils font partie de ces périodes les plus prestigieuses, comme la fameuse ère du satellite, mais aussi ces plus décriées, comme la Justice League de Détroit. Ils resteront attachés à la Ligue quand celle-ci deviendra la Justice League internationale et s'installeront un temps à Paris avec le reste de l'équipe. Il faut dire aussi que Ralph et Sue ont toujours eu un style de vie assez nomade, sans vraiment de foyer fixe. Ce sont des voyageurs principalement, et finalement ils s'installeront à Opal City pour aider la famille de Starman à résoudre leurs problèmes. Ils resteront quelques années, jusqu'à ce qu'une décision éditoriale décide de tuer Sudipni pour lancer une histoire. Car bien sûr c'est la femme qu'on va tuer, hein. Cela va faire s'effondrer Ralph, qui va d'abord essayer de tout faire pour la ressusciter, mais va finalement s'affirmer encore plus en tant que héros, et réussir à abattre le sorcier qui essayait de le pousser à vendre son âme au diable. Car Ralph est un détective, un bon, et il mourra héroïquement dans l'affaire. Depuis réunis avec le fantôme de sa femme, les deux semblent être devenus des détectives fantômes capables de prendre le contrôle des gens, un peu à la Deadman. Mais DC ne fera rien de ce fabuleux prémisse, et préférera rebooter son univers avec les New 52, où on apercevra deux personnages très différents qui ont le même nom dans la série Secret Six, mais qui n'ont pas grand chose à voir avec les personnages originaux. Et depuis, comme Terry 13, plus aucune nouvelle, silence radio. On peut le voir parfois dans le fond, comme dans Doomsday Clock, ou avec d'autres détectives, comme dans Léviathan, mais rien n'est jamais vraiment approfondi, et les personnages ont besoin de voir leur situation rendue plus claire. Surtout que si l'on voit déjà assez peu Ralph, je vous laisse imaginer pour Sue. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour le numéro 1000 de Detective Comics, et c'est marre. Bref, je suis assez dégoûté de la perte de ce couple si fascinant pendant 40 ans, des années 60 à début 2000, et je recommande vraiment la lecture de cette période qui les fait tenir à la 17e place de Stop. Numéro 16, Wonder Woman. Ah, Wonder Woman, un personnage très ambigu dans son écriture. Un personnage créé en temps de guerre, mais qui lutte pour la paix, la guerrière ambassadrice. Peu de scénaristes ont vraiment réussi à manier ce personnage avec justesse, beaucoup ne retiennent qu'un côté du personnage,
au lieu de sa totalité. Or c'est sa totalité qui en fait un si bon personnage. Créé en 1941 par William Moulton Marston et H.G. Peter, Wonder Woman a d'abord été envisagé comme un homme, qui ne devait pas triompher par les poings mais par l'amour. C'est sa femme, Elizabeth, qui lui a conseillé plutôt d'en faire une héroïne, ce qui fait que Wonder Woman va rejoindre les autres héroïnes de l'époque, comme Phantoma, Nelvana ou encore Scarlett O'Neill. Inspirée de loin par une version modifiée de la mythologie grecque, Wonder Woman vivrait sur l'île de Themyscira, une île coupée du monde des hommes où la tribu des Amazones aurait trouvé refuge et aurait développé toute une civilisation différente de la nôtre, technologie comprise. Ainsi, quand un aviateur nommé Steve Trevor s'échoue sur l'île, suite au crash de son avion, il est soigné par un rayon violet, par exemple. La déesse Aphrodite arrivera pour dire que c'est un signe, qu'il faut que les Amazones rejoignent le monde des hommes et participer à la guerre en cours. Un tournoi est donc organisé pour ce faire et la princesse Diana, qui a eu un petit crush sur Steve Trevor, en sort victorieuse et devient donc l'ambassadrice des Amazones, Wonder Woman. Elle part alors armée de son entraînement, de bracelets permettant de repousser les balles et d'un lasso magique qui pousse à dire la vérité une fois lié par lui. En parlant de liens, parlons de l'éléphant dans la pièce. Oui, Wonder Woman finit souvent enchaînée dans ces histoires. Mais de 1, c'est un trope hyper commun des personnages féminins à l'époque, et surtout, de 2, elle s'en sort très souvent toute seule, ce qui n'est pas un trope commun du tout à l'époque. Et oui, il y a cette faiblesse bizarre de Wonder Woman qui perd sa force si elle est déchaînée par un homme. Pour certains, c'est du bondage pour faire vendre, et sans nul doute que du côté marketing ça a été utilisé comme cela, mais créativement je pense que c'est plutôt un message du genre « ne laissez pas des gens prendre vos libertés », ce genre de choses. Marston était un psychologue et un lettré et avait une vision très personnelle, qui mélangeait soumission et réformation des criminels. Bref, disons qu'il avait des façons un peu détournées de faire passer son message et des idées parfois étranges pour qui n'est pas lui-même. Disons qu'entre l'intention et la réception, il y a parfois un gouffre, ce qui contribue encore à la figure ambiguë de Wonder Woman. Mais cela n'enlève en rien le fait que par contre elle se libère à chaque fois et est donc un symbole plutôt de puissance de la femme, malgré des embûches dans un monde compliqué. Au début de sa carrière, Wondi va surtout tabasser les adeptes du moustachu allemand et autres forces de l'Axe, mais a aussi d'autres types d'histoires comme tenter d'être présidente, convaincre le gouvernement de continuer à laisser les femmes travailler et ce genre de choses. Sa galerie d'ennemis va s'étoffer, qui va contenir des personnages mythologiques comme Circé, Cheetah ou Ares, mais aussi des personnages du monde réel comme le Dr Psycho, Dr Poison ou encore Giganta. Car c'est là un point important de Wonder Woman, elle est entre la mythologie et le monde réel. C'est le lien entre deux mondes qui a priori n'ont rien à faire ensemble. Ainsi, c'est une ambassadrice aussi thématiquement qui rapproche les propositions narratives également. La perte de Marston et de son influence sur le personnage, ainsi que les propos de Frederick Warsam et le Comics Code Authority, vont faire beaucoup de mal à Wonder Woman qui perd assez son propos féministe, propos qu'elle avait déjà du mal à garder déjà en dehors de son propre titre, puisqu'elle est bien dans la Justice Society, mais seulement en tant que secrétaire. Ah, que c'est poétique et inspirant. Bref, dans les années 50 et 60, les aventures de Wonder Woman deviennent plus dans le ton du reste des super-héros, avec des versions enfants d'elle-même, des pouvoirs venus des dieux donnés au berceau, ce genre de choses. C'est pas la meilleure période. À la fin des années 60, Dennis O'Neil décide de changer cela, et prend pour inspiration une femme forte de l'époque, Emma Peel, dans chapeau melon et bottes de cuir. Diana renonce à son statut d'Amazon, quitte la Justice League, et voit Steve Trevor se faire tuer sous ses yeux. Elle apprendra donc du coup les arts martiaux auprès de Ai Ching et va vivre des aventures plus terre à terre. Mais la popularité de la série TV Wonder Woman au début des années 70 va rendre à Wondi son statut d'héroïne Amazon, qu'elle regagne petit à petit, elle doit même accomplir 12 travaux pour avoir le droit de revenir dans la Ligue de Justice, voilà. Super-héroïne Amazon, ce sera donc plus ou moins son rôle jusqu'en 1986 et Crisis on Infinite Earth, où Wonder Woman meurt. Mais son âme est protégée par les dieux de l'Olympe et devient une déesse de premier plan, réunie dans l'au-delà avec Steve Trevor. Il faudra attendre 1987 pour avoir la nouvelle version de Wonder Woman, réécrite par George Perez, qui a posé toutes les bases de la Wonder Woman moderne en fait. Renouant avec le féminisme fort du personnage de ses premières années, ajouter un aspect mythologique grec encore plus renforcé. Le côté ambassadrice du personnage est mis aussi encore plus en avant, et le côté unique de ce personnage des comics est restauré, celui qui était perdu dans les années 70 où celle-ci n'était plus qu'une héroïne comme tant d'autres. L'entourage de Wonder Woman se recrée, que ce soit des versions remodelées de Nubia, à des nouveaux personnages comme la rivale Amazon Artemis par exemple. Pour faire sens de l'apparition de Wonder Woman dans la Justice Society, on dit que Hippolyta,
la mère de Diana, a elle-même été Wonder Woman dans sa jeunesse. Bref, tout prend forme assez joliment. Malheureusement, à mon sens, les années 2000 vont faire subir un petit retour en arrière au personnage, par exemple avec Infinite Crisis et la décision de faire tuer Maxwell Lord, mais les éditeurs voulaient faire subir quelque chose de négatif à chaque membre de la Trinité, donc voilà, Wonder Woman a tué quelqu'un et le monde entier l'a vu. Et le personnage est parti pour quelques années pas ouf, avec en point d'orgue le crossover Amazons Attack, où les Amazones attaquent la Maison Blanche de façon totalement gratos, et où tout le monde est écrit de façon dégueulasse. Je veux dire, c'est un petit miracle de débilité à lire, si jamais ce genre de choses est votre truc. Heureusement, Gail Simone puis Straczynski remettent le personnage d'aplomb juste à temps pour le rebooter avec, allez, tous en chœur, les New 52. Oui, parce qu'à force, vous connaissez le refrain. Et j'avoue que je n'aime pas la Wonder Woman de cette période. On va la faire fille de Dieu elle-même avec Zeus, la faire devenir déesse de la guerre, perdant clairement de vue le côté soldate de la paix du personnage. En plus, tout le monde insiste pour lui filer des armes ou des boucliers alors qu'elle a les bracelets. L'un des moves de défense les plus iconiques de l'ensemble du monde des comics. Je ne comprends pas pourquoi refuser cette icône. Et puis la mettre en couple avec Superman tout en même temps la reliant au néo-dieu, belle idée nulle puisque, je rappelle, il y a forcément une mythologie d'un personnage qui l'emporte dans ce genre de cas, et là Wonder Woman s'en prend deux dans la gueule en même temps. Et pas de la gnognotte, hein. Superman et les néo-dieux. Excusez du peu. Et si la situation est revenue à peu près à la normale pour Wonder Woman, cela fait depuis Straczynski qu'un run ne m'a pas vraiment marqué, et j'attends impatiemment que cela revienne. Mais les bonnes périodes pour le personnage ne manquent pas, les débuts, Greg Rucka, George Perez, Byrne, Mosner Loeb, Gail Simone, Phil Jiménez et bien d'autres vous attendent pour vous faire découvrir celle qui se tient à la 16e place de Stop. Numéro 15, Batman. Il y a peu d'entrées dans Stop que j'ai redouté d'écrire, celle-ci en fait partie. Car Batman est compliqué. Et en même temps si simple. Bon, qui est Batman ? Je pense ne surprendre personne en vous expliquant qu'il s'agit de Bruce Wayne, l'héritier de la fortune des Wayne, qui se fait passer pour un playboy, pour en fait passer la nuit à aider les gens sous le costume de Batman. Une révélation qui date de sa toute première apparition en 1939 dans le numéro 27 de Detective Comics, où la fin nous explique avec stupeur que Batman est en fait Bruce Wayne. Et pourquoi donc ? Car le jeune Wayne a vu le meurtre de ses parents de ses yeux d'enfant et a juré de respecter la justice et d'empêcher à quiconque de vivre ou revivre cela. Consacrant du coup sa vie à venger leur mort et du coup passer son temps à combattre tous les types de criminels. C'était quelques numéros plus tard, le numéro 33, et je suis on ne peut plus heureux du tout type de criminel. Car cela lui fera aller au-delà des simples voleurs de banque et autres victimes de vigilantes plus basiques. Car oui, Batman est vu de façon très différente aujourd'hui selon qui l'on est. En même temps, un type très riche qui tabasse des gens en ces temps où les milices privées existent et où les tensions sont hautes, oui, je comprends ce qui titille certains imaginaires, en répulsion comme en admiration. Surtout que certaines adaptations du personnage n'aident pas, protège Tibia ou pas. Mais laissez-moi vous parler du Batman des comics tel qu'il est écrit le plus souvent, laissez-moi vous parler de celui que j'aime, laissez-moi vous parler du chevalier en bleu et noir. Batman n'est pas un chevalier solitaire. Enfin, il a été pendant 13 numéros, jusqu'à l'arrivée de Robin en 1940. Et depuis, Batman est écrit autrement, un autre chemin que celui qu'il avait jusqu'ici, celui d'un simple vigilante, un clone du Shadow et autres du même genre. Un chemin commencé avec son origine au numéro 33. Batman est celui qui se forme une famille, qui aide, qui donne une seconde chance. Sans Batman, Dick Grayson, alias Robin, serait au mieux devenu un autre vigilante, au pire, mort. Avec Batman, il va mieux. Il est devenu Nightwing, le héros lumineux qui est l'ami de tous. Batman fonctionne. Et il ne tue pas car les gens peuvent toujours changer. Bon, c'est aussi une excuse facile pour créer des vilains mémorables et qui peuvent revenir. Mais Batman a toujours supporté ses ennemis qui voulaient changer. Double Face, l'Homme Mystère, Poison Ivy, Harley Quinn, Mr. Freeze... Batman est l'homme de la seconde chance. Sans cela, il n'est pas vraiment Batman. Oui, Batman est sombre. Il ne s'est jamais vraiment remis de la mort de ses parents, du traumatisme devant ses yeux, et en a fait une force permettant d'avancer. C'est aussi l'une des forces de l'iconographie de ce personnage, représenter l'endurance de l'humanité, son envie de ne pas reculer pour accomplir ses rêves. Serrer les dents et endurer. C'est pas toujours la meilleure façon de vivre, mais parfois ça aide dans la vie d'avoir un Batman interne qui t'aide à survivre.
Batman, c'est aussi une iconographie gothique qui sait généralement faire mouche. Et je l'avoue, j'adore l'iconographie gothique. Soyons francs, mélanger l'imagerie d'un Dracula et le genre du vigilante, Batman n'a pas été le premier à le faire. Mais il a su le manier à la perfection et devenir LA référence dans ce domaine. Et ça aussi, c'est un énorme atout pour le Batou. L'ennemi principal de Batman est la société et ses injustices. L'immense majorité des ennemis de Batman sont des représentants de la haute société. Des scientifiques, un procureur, d'autres riches héritiers, des docteurs. Et un des reproches faits à Batman est de ne pas s'occuper des causes, d'utiliser son argent uniquement à des gadgets pour taper. Alors que le principe même d'un Bruce Wayne philanthrope, qui donne son argent pour tout améliorer, existe depuis les débuts plus ou moins de Batman. Les fondations Wayne et ou Pennyworth, selon les époques, existent au moins depuis les années 60 et prédatent le fait qu'il existe des Wayne Industries, qui viennent plutôt des années 80. Les comics le montrent régulièrement, et vous pouvez partir du principe que quand Batman met 1 million en gadgets, il y a un autre million qui part pour, par exemple, créer des écoles. C'est juste qu'en termes d'action et de tension narrative, c'est pas oufissime. Mais c'est important puisque le personnage et ses histoires en parlent régulièrement. Depuis qu'il n'a plus juste une fortune, mais aussi des employés, Batman en profite pour offrir un travail à ceux qui essayent de s'en sortir, en disant qu'il connaît bien Bruce Wayne et qu'il pourra les aider. La carte de visite pour donner un job, un toit aux gens, est littéralement un objet que je vois souvent dans la main de Batman. Le souci, c'est que le monde de DC n'est pas le nôtre. C'est un monde de clowns tueurs, de gorilles géants et d'aliens catalogueurs, donc juste construire des écoles pour que le Joker les explose derrière, c'est pas la solution dans cet univers. Ou en tout cas, c'est pas la solution dans son entièreté. D'où le besoin de Batman, un besoin qui semble être censé dans son univers, où mettre un masque est une solution valable depuis la fin des années 30. Et il le fera pour empêcher à d'autres de vivre la même douleur qu'il a vécue. Il tentera de sauver chaque vie, même les pires, car toute vie est sacrée pour lui. Peu importe les moments sadiques que les scénaristes lui feront vivre, peu importe les horreurs dessinées devant lui, Batman est un chevalier avant tout, et vit donc selon des règles, un code, de chevalerie, littéralement. Ne pas tuer, protéger, donner une chance. Bien sûr, certains ne respectent pas ces règles. Mais le fait qu'il existe des exceptions crée de fait la règle. Même des œuvres comme The Dark Knight Returns nous parlent des règles de Batman et de combien elles sont importantes et de comment il les suivra. Et c'est pourquoi j'aime Batman. Et il veille sur Gotham à la 15e place de Stop. Numéro 14, Superman. Bon, en fait, chacune des entrées de la Trinité a été compliquée à écrire. Il y a tellement de choses à expliquer. Et le hasard a fait que les trois grands de DC se suivent dans cette avant-dernière partie. Bon, dois-je vous présenter Superman, le modèle de tous les autres super-héros ? Oui, pourquoi pas. Créé en 1938 dans Action Comics numéro 1, d'une idée retravaillée depuis plusieurs années déjà par Jerry Siegel et Joe Shuster, et accepté juste parce qu'il fallait remplir un magazine, eh ben il fera quand même la couverture et ce sera un succès presque immédiat. Le timide Clark Kent, reporter au Daily Planet, devient, quand les circonstances l'exigent, le fantastique Superman, l'homme d'acier défenseur des opprimés. Que dire sur Superman qui n'a pas déjà été dit ? C'est compliqué mine de rien. Envoyé enfant depuis la planète Krypton au moment de son explosion, il est recueilli à son arrivée sur Terre par le couple Kent, dans la petite ville fermière de Smallville. À son arrivée à l'âge adulte, il part pour la grande ville de Metropolis découvrir une vie plus mouvementée et y devenir le premier des super-héros de son univers. Certains détails changent avec le temps, comme le fait que les Kent aient d'abord essayé un orphelinat ou non, le fait que Superman ait commencé sa carrière de super-héros ou non à Smallville sous le nom de Superboy, le fait qu'il soit techniquement né sur Terre ou non, pour ceux qui tiennent plus au droit du sol qu'au droit d'asile, ce genre de choses. Superman est un symbole assez universel de bonté et de paix, et fut très vite un personnage dont l'éditeur a surveillé les histoires à cause de son succès pas du tout anticipé. D'où déjà un coup de mou dans son aspect justice sociale, très fort dans les premières histoires du personnage, mais qui faiblira au fil du temps. Coup de mou qui va encore s'accentuer avec l'arrivée du Comics Code, qui interdit de bousculer l'ordre social, ce qui est sans doute le plus grand crime à mon sens de ce Comics Code. Du coup, Superman reprend les méthodes de son plus grand concurrent de l'époque, Captain Marvel, alias Shazam, et va à fond dans le fantastique avec une touche de science-fiction. Il prend tellement sur le type à la foudre qu'il récupère un de ses scénaristes principaux, Otto Binder, qui va être essentiel sur Superman dans l'Âge d'Argent.
Brainiac, Crypto, la Zone Fantôme, la Légion des Super-Héros, Supergirl, la Ville Bouteille de Kandor, tout ça c'est Otto Binder, sous la supervision de Mort Weisinger, qui vit, lui, pour la science-fiction. Il ne connaît que ça. Et du coup, il fait exprès de tenir Superman loin de tout sujet sérieux, comme la guerre au Vietnam par exemple, de crainte de fâcher certains camps. Du coup, le travail de l'éditeur suivant, Julius Schwartz, va être de remettre Superman dans le coup. Lui qui a été un peu dépassé justement à force de ne pas parler de certains sujets, il est devenu un peu ringard. Du coup, on va faire de Clark Kent un reporter télé plutôt que papier, on va baisser un petit peu les pouvoirs de Superman, et surtout on se permet des histoires plus sérieuses comme pour celui qui avait déjà tout, For the Man Was Everything, par exemple. Les pouvoirs de Superman sont un peu baissés, et à partir de là, il y a une lutte constante entre les différents scénaristes pour savoir ce que Superman peut faire ou non, les réponses changeant mine de rien très régulièrement. Il peut jongler avec des planètes ou pas? Des fois oui, des fois non. Mais le cœur des histoires de Superman, ce n'est pas le niveau de ses pouvoirs, mais ce qu'il dit sur nous, l'humanité et le monde dans lequel nous vivons. Comme le dit si bien Grant Morrison, Superman a les mêmes soucis que nous, mais à une échelle démesurée. Lui aussi doit sortir le chien, juste, c'est un chien à super pouvoir. Superman nous ressemble bien plus que ce que l'on pense, et c'est pourquoi j'ai toujours du mal avec les Superman que l'on essaye de déifier, de faire ressembler à un dieu. Un des clichés de l'univers DC, c'est de dire que c'est des dieux. Pour moi, c'est assez faux, et encore plus pour Superman, qui est sans doute le plus humain des super-héros, et ce de façon assez constante, mine de rien, dans sa carrière. Et là, je m'aperçois que toute autre chose à ajouter derrière serait superflu. Donc voilà, Superman est le plus humain des super-héros, et là, dans le ciel, ce n'est ni un oiseau, ni un avion, mais bien la 14e place de Stop. Numéro 13, Blue Beetle. Est-ce que j'ai encore triché en mettant une entrée avec plusieurs noms? Eh bien, oui. Mais il y a eu beaucoup de Blue Beetle, et on ne va retenir que les deux derniers, hein. Le premier n'a aucune consistance, et le deuxième n'a connu qu'assez peu de numéros avant de mourir, et de donner le scarabée au troisième, le premier qui nous intéresse. En effet, l'archéologue Dan Garrett, le héros magique qui se transforme en Blue Beetle grâce au scarabée bleu qu'il a trouvé dans une pyramide, qui se transforme en prononçant les mots Kajida, meurt dans les bras du scientifique Ted Cord et lui confie son scarabée. Mais Ted Cord, lui, ne sait pas du tout comment faire fonctionner ce scarabée, et va donc se transformer en super-héros, certes, en gardant l'idée d'un costume en forme de scarabée bleu, avec une pseudo-voiture volante en forme de scarabée, mais voilà, il ne devient pas un héros magique, il devient un héros urbain. Et tout ça, c'était pas chez DC, mais chez Charlton Comics. Et oui, on va encore parler rachat de compagnie. La Charlton, on en a déjà parlé avec le personnage de La Question. Eh bien, c'est la même chose pour Blue Beetle, avec ce nouveau personnage de Ted Cord qui aura le droit à quelques numéros avant d'être acheté par DC Comics. Création, encore une fois, de Steve Ditko, son approche objectiviste y est ici moins marquée et ça se lit comme du Spider-Man un peu light, c'est un peu sympathique. Le personnage est amené dans l'univers DC classique pendant le crossover Crisis on Infinite Earths, où il est le représentant d'ailleurs de l'univers Charlton, et à plusieurs passages assez classe. Et très vite, il a le droit à sa propre série, de 1986 à 1988, où le personnage devient un patron d'industrie, la Cord Industries. Ce qui répond à la question « mais d'où sortent tous ces gadgets ?» Réponse « le pognon !» Même si la compagnie supporte difficilement les besoins de son patron en gadgets, et que du coup Cord Industries est plus souvent dans le rouge qu'autre chose. Car Ted Cord, c'est surtout beaucoup de bonne volonté, qui le pousse à vouloir faire plus que ce qu'il peut faire, même en ce qui concerne l'héroïsme. C'est un gars qui se donne à fond, qui répond toujours présent, même si c'est très compliqué pour lui. Il intégrera vite la Justice League internationale et deviendra la voix comique de la série, plus encore qu'un Booster Gold, ce qui deviendra son meilleur ami. C'est le gars qui doit perdre du poids pour devenir un héros, tout en se faisant défoncer par Doomsday, et allant jusqu'à devenir extrêmement gritty dans la série Extreme Justice après la mort de Superman. Mais voilà, le personnage sombrera dans une période obscure où on ne l'utilise plus vraiment. Il recommencera à apparaître dans la série Birds of Prey, gagnant au fil du temps un vrai rôle dans l'équipe, se battant contre des maladies du cœur et autres. Mais voilà, on va choisir de sacrifier Ted en héros pour lancer l'event Infinite Crisis. Alors, je suis pas fan de tuer un personnage pour lancer une histoire, mais au moins cette mort a le mérite de redonner des lettres de noblesse au personnage, avec un numéro entier qui lui est consacré. Mais voilà, ce n'est pas la fin, car la mort de Ted Cord et la destruction du Rocher d'Éternité va faire en sorte que le scarabée,
vous savez, le vieux scarabée magique, va tomber entre les mains d'un jeune garçon de la ville d'El Paso, Rémi Reyes. Celui-ci récupère du coup un scarabée qui fusionne avec lui, qui s'attache à sa colonne vertébrale, et il y a Booster Gold, qui s'attache à lui parce que forcément il y a cette connexion avec Blue Beetle, l'emmène dans l'espace pour taper du méchant, mais ça se passe mal, et c'est ainsi que Rémi Reyes commence sa propre série, qui est magnifique. Il apprend à s'entendre avec son scarabée, qui est en fait un envoyé de la race alien des Reach, qui colonisent des planètes avec l'aide de ce genre d'astuce. Mais ce scarabée-ci a été endommagé pendant l'Égypte antique et est devenu une relique de pouvoir. Le nom de ce scarabée ? Khaji-Da, d'où la formule magique de Dan Garrett. Et Rémi Reyes n'hésite pas à dire son secret à sa famille et à ses amis. Et du coup, ensemble, ces derniers parviennent à repousser l'invasion pernicieuse des Reach, et la série se termine dans un formidable élan de bravoure qui n'est pas sans rappeler le courage de Ted Kord. Raimi apparaîtra aussi dans d'autres séries, que ce soit les Teen Titans, la série Booster Gold et Justice League Generation Lost, et se taillera à chaque fois de bons rôles et deviendra un personnage très apprécié. Et puis les New 52, vous connaissez, et les mêmes qui ont inventé Rémi Reyes doivent le réinventer, et sans doute à court d'idées, transforment le scarabée à nouveau en artefact magique. Un move étrange, vu le succès de la version précédente, qui faisait la synthèse parfaite entre mysticisme et science. Ted Kord est ressuscité et devient une sorte de mentor, mais cette version est beaucoup moins sympathique que l'ancienne, c'est un peu trop lisse en fait. Après plusieurs essais, Rémi Reyes est revenu à l'état technologique et a connu de bonnes séries en 2023-2024, et même Ted Kord revient sur le devant de la scène avec son poteau Booster Gold dans la série Blue and Gold. Les deux personnages sont clairement en deçà d'autres héros niveau puissance, mais compensent chacun par leur mental incroyable et une croyance en les autres qui me fait toujours aussi chaud au cœur, et je les kiffe tous les deux à la 13e place de Stop. Numéro 12, Swamp Thing. Swamp Thing, alias la créature du marais, est un personnage inventé en 1971 par Lin Wayne et Bernie Wrightson, soit deux grands noms des comics avec une accointance pour l'étrange et l'horrifique. Et mine de rien, ça marche très bien pour le personnage dont on parle aujourd'hui. Swamp Thing, c'est à la base un monsieur appelé Alec Holland, qui travaillait à faire un méga engrais de la mort qui tue, une solution bio-restaurative, sauf que justement, il est obligé de travailler caché car certains veulent mettre la main sur cet engrais pour l'empêcher d'exister. C'est pourquoi il s'est réfugié dans les marais avec sa femme. Sauf que leur petit site est piégé, une bombe explose et Alec Holland en feu court dans les marais pour survivre, et on ressort malheureusement sous la forme de la créature du marais. Transformé, il cherchera à retrouver sa forme humaine, mais hélas il tombera bien plus facilement dans les ennuis, notamment en se confrontant face au magicien noir Anton Arcane. Il cherche également à retrouver les meurtriers de sa femme, et réussira à faire cela à la fin du run de Len Wayne au bout de 13 numéros. Mais la fin de sa première série sera moins réussie, on va dire. Enfin non, c'est faux. Disons que c'est surtout qu'on s'éloigne de l'étrange et de l'horreur pour en faire une fin heureuse. Swamp Thing redevient Alec Holland, il a un frère et même une nouvelle femme, et bref, personne ne fera plus jamais référence à ces éléments, en tout cas jusqu'à maintenant, à cette fin-là. Len Wayne a même déclaré que ça n'existait pas, c'est vous dire le rejet. Le personnage reviendra donc à ce qu'on connaît jusque-là dans les passages des Challengers of the Unknown, les Challengers de l'inconnu, et aussi quelques team-up avec Batman ou encore Superman. En 1982, une nouvelle série Swamp Thing est lancée, parce qu'on fait un film sur la créature du marais, dirigé par Wes Craven, s'il vous plaît. La série commence par une créature du marais qui fait le tour du monde pour arrêter une fillette qui est possiblement l'Antéchrist. Puis ensuite, on a le retour d'Anton Arcane et de sa fille Abigail, pour qui Swamp Thing a un petit faible. Et là arrive Alan Moore, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il va tout changer. Bon, en même temps, il a carte blanche, le titre étant sur le point de s'arrêter pour faible vente. Donc il tue presque tout le cast, à part Abigail, et surtout on apprend que la créature du marais n'est pas un Alec Holland transformé, mais une plante qui croit être Alec Holland, qui a aspiré sa conscience au moment de sa mort. Il n'est que le dernier d'une longue lignée de créatures du marais, des êtres créés par le Parlement des arbres, ou le Green désormais, la sève, la force vitale de toute la flore de la planète qui se crée un protecteur. Et si c'était déjà bien Swamp Thing, à partir de là c'est génial. Alan Moore s'amuse avec l'univers d'essai et toutes ses possibilités, envoie Swamp Thing sauver Abigail aux enfers, l'envoie dans l'espace, John Constantine arrive, Swamp Thing mute au gré des saisons, bref, c'est trop bien.
Rick Veitch continuera la série après Alan Moore et se rapprochera de certains titres qui plus tard formeront Vertigo, faisant passer Matthew Cable dans Sandman et créer une histoire crossover avec Hellblazer, vous savez le titre de Constantine. La créature y gagnera également une fille, nommée Sprout, ce qui est rigolo en français parce que Prout, mais en fait ça veut juste dire germe ou jeune pousse. Donc voilà. Veitch partira fâché du titre parce qu'on lui refuse d'utiliser le personnage de Jésus, alors que c'était prévu de longue date avec des indices qui étaient déjà placés dans la série. Donc la série va finir l'arc du voyage dans le temps avec une note amère. Ensuite viendront des arcs sympathiques comme la guerre entre le Parlement des Arbres et le Gris, un parasite champignon, mais aussi le retour d'Arcane alors que le couple Swamp Thing-Abigail essayait d'avoir une vie normale. A l'époque, le titre ne joue plus avec le reste de l'univers DC, mais reste dans le giron de Vertigo, avec des auteurs comme Grant Morrison, Mark Millar, Brian K. Vaughan, Andy Deagle ou encore Joshua Dysart. Le retour à l'univers héroïque se fera via l'événement Brightest Day, puis les New 52 qui a ressuscité Alec Holland dans une série qui sera bien cool et fera même un crossover avec la série Animal Man, rapprochant ainsi la faune et la flore. Charles Soule finira la série de façon cool, avec une lutte contre l'homme floronique, pour le bien du Parlement des Arbres lui-même. La créature reste à peu près dans ce background jusqu'à tout récemment, où un nouvel élémental, Levi Kamei, a été choisi dans le run de Ramvi, tandis qu'Alec Holland lui réapparaît actuellement dans les pages d'Hellblazer avec son poteau Constantine. Toujours d'une classe folle, une sympathie à toute épreuve malgré son étrangeté à plein de concepts humains, la créature du marais est toujours un régal à lire et à suivre. Que ce soit sa création, les expérimentations de Moore et de Veitch, le passage Vertigo qui part dans tout ce qui est possible et son retour à l'héroïsme, la créature du marais est toujours un immanquable de gothiquerie végétale et veille sur le marais de la 12e place de Stop. Numéro 11, Power Girl. Power Girl est donc mon personnage préféré de la Super Family, devant même Superman. Et pourquoi ça ? Déjà commençons par insister sur le fait que vous avez sans doute une idée de Power Girl assez fausse, car autant dire que les communautés de fans ont été assez peu gentils avec elle, soit la considérant plus pour sa plastique que pour son caractère, et aussi parfois par d'autres qui la prennent plus pour une idiote sympathique. Et aux deux, je vous dis non, et je veux vous parler de Power Girl, ce personnage que je trouve extra. Elle a été créée en 1976, où elle apparaît pour refermer le cratère d'un volcan, puis s'annoncer à tout le monde en tant que la cousine de Superman, et elle arrive avec toutes les infos pour aider la Justice Society à sauver la situation. Contrairement à Supergirl, elle choisit directement de s'affirmer non pas par rapport à son cousin, mais à elle-même. Elle ne sera pas Supergirl, mais Power Girl. D'ailleurs, le personnage sera toujours défini par une volonté d'indépendance forte, ce qui la rend de suite à mes yeux beaucoup plus intéressante que Supergirl. Surtout si on rajoute un côté un peu plus bourrin et rentre-dedans au personnage, qui du coup a tendance à faire bouger l'action plus vite. Elle ne vit pas sur la Terre principale, celle du présent, mais elle est sur Terre 2, la Terre de l'âge d'or. Et c'est une des principales représentantes de la nouvelle génération de héros là-bas, avec Robin, Star-Spangled Kid ou encore Jade. Ainsi, après avoir largement figuré dans la Justice Society, elle sera l'une des fondatrices de l'équipe d'Infinity Inc., les jeunes héros de Terre 2. Elle est aussi l'un des personnages les plus populaires d'All Star Comics et obtient vite un essai de série solo dans Showcase, puis une courte série de 4 numéros en 1988. Le personnage de Power Girl est assez similaire à Supergirl, mine de rien. Il s'agit toujours de la cousine de Superman, qui a elle aussi été envoyée dans l'espace pour le suivre, mais a été beaucoup plus lente à atteindre la Terre. Heureusement, pendant le temps de ce voyage, elle est éduquée par le vaisseau qui se met en osmose avec elle, le Symbioship, qui lui apprend la vie kryptonienne, ce qui fait qu'il a fallu un bon moment pour s'habituer finalement à la vie sur Terre. D'ailleurs, le Symbioship lui-même ne supporte pas trop qu'elle s'éloigne du mode de vie kryptonien, et est souvent un antagoniste du personnage. Néanmoins, avec le temps, elle devient dans son identité secrète de Karen Starr une experte informatique. Elle devient très amie avec Huntress, la fille de Batman et Catwoman, et est un personnage dont l'action tourne autour d'elle, et je ne peux que vous conseiller de lire cette époque du personnage, et même Terre 2 en général, qui me fascine considérablement. Puis, on connaît la chanson, arrive Crisis on Infinite Earth. Beaucoup de personnages de Terre 2 arrivent dans la nouvelle Terre unifiés, mais pour beaucoup ils sont soit rendus plus vieux, soit suffisamment uniques pour rester inchangés ou presque. Ce n'est pas le cas de Power Girl qui ne peut pas rester une kryptonienne, parce que tout est fait à l'époque pour faire de Superman le dernier kryptonien. The Last Son of Krypton, le dernier fils de Krypton. Son origine est donc changée drastiquement, puisqu'elle est désormais
magique. Ce serait une descendante du magicien de l'antique Atlantide nommé Arion. Bon, ça n'a pas grand sens, mais bon, ils ont fait avec les moyens du bord, on va dire. En tout cas, même si le début de ses apparitions dans la Justice League Europe est assez sympathique, ça va vite aller moins bien avec une grossesse cosmique qui sort de nulle part, et une Power Girl écrite comme une petite chose fragile, ce que je supporte assez peu sur ce personnage, parce qu'elle est très très loin d'être cela. Mais personne n'en parle plus dans l'univers DC de cette période, et c'est peut-être tant mieux. Pour tout dire, les années 90 sont loin d'être tendres avec le personnage, puisqu'un autre titre où elle participe, les Sovereign Seven, nous sortent la carte du « mais tout cela n'était qu'un rêve » à la fin. C'était pas la bonne période pour le perso. Mais après toute mauvaise période, on ne peut que remonter, et c'est le cas. Elle participe à quelques histoires des Birds of Prey, où elle est montrée très en froid avec Oracle, parce qu'apparemment la première mission s'est très très mal passée entre elles deux. Puis surtout, elle rejoint la nouvelle version de la Justice Society, et là on retrouve la Kara que j'apprécie, sûre d'elle et bagarreuse. On va même lui redonner une place spéciale, en faisant d'elle l'une des dernières survivantes de la Terre 2 originelle, ce qui renforce encore plus son lien avec la Justice Society, et en fera un personnage important d'Infinite Crisis. Vous l'aurez remarqué, j'aime beaucoup la Justice Society, et la place de Power Girl au sein de celle-ci me tient aussi beaucoup à cœur. Surtout quand on lui donne le rôle de leader de la team. Elle aura droit, avant les New 52, à une série solo d'aventure avec un brin d'humour que j'aime beaucoup, va aider les membres de la Justice League internationale dans Génération de Lost, et dans l'ensemble se former une plutôt bonne place. Place qu'elle va perdre dans les New 52 avec une nouvelle version d'elle-même qui viendrait d'une nouvelle Terre 2, et qui serait arrivée par accident sur la Terre principale avec son ami Huntress, et c'est, j'avais trouvé, une assez bonne réinvention qui s'est mélangée avec la version plus classique du personnage. Actuellement, elle renoue aussi beaucoup avec son côté Superman, portant enfin le logo sur son costume ces derniers temps, tout en continuant à être très active aussi avec la Justice Society. Personnage à forte tête, qui fait toujours avancer l'action et qui est le rappel vivant d'un temps oublié, Power Girl est occupée à veiller sur la 11e place de Stop. Numéro 10, Tim Drake. Et si Power Girl est mon personnage préféré de la Super Family, Tim Drake est mon personnage de la Bat Family préféré devant Batman lui-même. Pas mal hein, pour ce gamin apparu en 1989 dans l'optique de devenir le 3e Robin, après le départ de Dick Grayson et la mort de Jason Todd. C'est bien simple, j'adore Tim Drake. Tim Drake est le Robin qui a souhaité être Robin, qui comprend l'importance de ce rôle auprès de Batman, celui qui ne souhaitait pas forcément devenir lui-même Robin, mais qui l'est devenu parce qu'il faut qu'il y en ait un. Le Robin qui a toujours ses parents, le Robin qui est le plus détective, bref, mon Robin préféré. Avant de l'envoyer en mission, Batman l'a fait s'entraîner longtemps dans la Batcave, histoire de s'assurer qu'il soit prêt, car l'acrobatie s'apprend mais pas l'instinct du détective. Il a été le premier Robin à avoir eu une série à son nom, d'abord 2 mini-séries qui ont connu de francs succès, puis une série régulière à lui qui a duré jusqu'à 2011, même s'il y a eu un changement de nom de Robin à Red Robin qui est à déplorer en fin de parcours. Car oui, le problème, si l'on veut, de Tim Drake, c'est que son attachement au concept même de Robin l'empêche de s'éloigner autant qu'un Nightwing ou qu'un Red Hood par exemple, et de faire une vraie évolution par la suite. Il reste assez enfermé dans ce carcan, et ne veut pas tout à fait le lâcher, car il ne s'est pas construit autour de Tim Drake, mais de Robin, le concept. Ce qui crée tout le problème du personnage depuis l'arrivée de son remplaçant, Damian Wayne, qui lui a plus ou moins shippé le rôle de Robin. Mais heureusement, le personnage reste attachant malgré tout. Avec sa série solo, il a eu tout un entourage à lui, notamment dans ses amis de lycée puis de l'université, et j'ai déjà parlé de ses relations avec d'autres héros, que ce soit Spoiler ou l'équipe de Young Justice ou des Teen Titans. Tim Drake est extrêmement capable, mais également très humble, ce qui lui permet de s'intégrer facilement avec d'autres personnages. Il a longtemps gardé ses parents vivants, ce qui est assez rare chez les Robins, hein, mine de rien, ça en fait un Robin à part, qui devait cacher le fait qu'il était Robin à ses parents. Bon certes, sa mère mourra assez vite, en 1990, hein, des mains du secte vaudou, mais Papa Drake, lui, ne sera tué qu'en 2004, pendant crise d'identité, faisant perdre malheureusement une des spécificités du personnage, ce qui n'est à mon avis jamais une bonne chose. Le costume de ce Robin est également un de mes préférés, avec un Robin qui porte enfin un pantalon, excusez du peu, et puis sur un design de Neil Adams et un logo Robin de Norm Breyfogle, je veux dire, moi j'adore.
Le sens de la justice de Tim Drake est très fort, il est capable dès le début de se dresser face à Batman, non pas pour ses envies, mais par rapport à l'idée de justice, quelque chose de quand même assez fort comme idée dans les titres Batman. Tout comme Nightwing, le personnage de Tim Drake montre à quel point le personnage de Batman marche en aidant ses enfants traumatisés à ne pas suivre le même chemin que lui, à devenir meilleurs que lui. Encore une fois, Batman parle de seconde chance. La narration avec Tim est tellement bien. Il n'est pas aussi naturellement doué que les autres avant lui. Il réfléchit toujours à comment agir, comment optimiser ses actions. C'est un plaisir à suivre l'action par ses yeux et sa façon de penser. Sa série sera scénarisée par des grands noms, allant de Chuck Dixon, Bill Willingham, Fabian Nicieza et plein d'autres, et mérite amplement le détour, tout comme les mini-séries de 92 et 93 avant la série en elle-même. Je veux dire, c'est la série Robin et son succès qui vont créer d'autres séries sur Nightwing, sur Batgirl et d'autres du même genre dans la Bat Family. D'ailleurs, le succès des séries Robin, c'est quand même le seul titre d'essai à pouvoir espérer lutter face au Spider-Man de Mark Farlane, puis au X-Men 1 de Claremont et Jim Lee. Pour les néophytes, ça veut dire que ça pèse quand même pas mal au niveau des ventes. C'est le Robin qui a vécu le plus de choses seul. Que ce soit défendre Gotham City en solo, aller à Blüdhaven, infiltrer la Ligue des Assassins pour la détruire de l'intérieur, Tim Drake répond toujours présent et j'adore ça. Et les New 52 ont carrément bousillé le personnage en le retirant de la Bat Family, lui qui a un si fort attachement de base. Je veux dire, c'est littéralement, à mon avis, le seul dont on ne pouvait pas l'enlever, en fait. La série Detective Comics, pendant Rebirth, lui a heureusement redonné des lettres de noblesse, et aujourd'hui le personnage est redevenu à peu près ce qu'il était, et c'est tant mieux. J'aime ce personnage pour le côté unique de sa proposition en tant que Robin, pour sa voix toute personnelle, et pour toutes les bonnes histoires qu'il a apportées. Et pour tout ça, il surveille les toits de Gotham depuis la 10e place de Stop. Et voilà, c'est la fin de cette 5e partie, il nous reste une dernière partie qui ira des places 9 à 1 de ce top, mais bah voilà, c'est pour une autre fois. En attendant, je vous dis portez-vous bien, et à bientôt.